pouvez prendre place pour ce conseil de métropole. Je vais proposer la candidature de Maud Botkin pour l'appel. Maud Botkin. Je vais donc demander à Fabien Habert de venir me rejoindre pour faire l'appel. Allez là, Maud Botkin. Je t'avais appelé et tu n'avais pas répondu. Je vais demander à Catherine Dardet de bien vouloir me rejoindre à la tribune. Là. Pour la commune de Baillargues, Monsieur Jean-Luc Messonnier. Madame Aline Destaya. Pour la commune de Beaulieu, Monsieur Arnaud Moignet. Pour la commune de Castelnau-le-Lez, Monsieur Jean-Pierre Grand. Madame Catherine Dardet. Monsieur Thierry Devintre. Monsieur Henri Rouillot. Pour la commune de Castries, Monsieur Gilbert Pastor. Pour la commune de Clapier, Monsieur Éric Pinceau. Pour la commune de Cournon-Sec, Madame Régine Hilaire. Pour la commune de Cournon-Terral, Monsieur Thierry Bresse. Pour la commune de Fabrègues, Monsieur Jean-Marc Alauzet. Mylène Fourcade. Pour la commune de Grabel, Monsieur René Robol. Claire Jabadot. Pour la commune de Jacou, Renaud Calva. Pour la commune de Juvignac, Jean-Luc Savy. Marie-Pierre Padeloup. Pour la commune de Latte, Cyril Meunier. Carole Donada. Rosie Buono. Éric Pastor. Jean-Noël Fourcade. Pour la commune de La Vérune, Roger Kézergue. Pour la commune du Crès, Pierre Bonal. Marie-Christine Panos. Pour la commune de Montaut, Joël Raymond. Pour la commune de Montferrier-sur-Lesse, Michel Fraisse. Pour la commune de Montpellier, Fabien Habert. Lorraine Acquier. Guy Barral. Valérie Bartas-Orsal. Maud Botkin, présente. Sabria Boalaga. Jamel Boumaz. Anne Brissot. Gérard Castres. Robert Cotte. Christophe Cour. Jean-Luc Cousquer. Perla Danan. Titina da Silva. Henri de Verbizier. Véronique Demont. Jean-Marc Di Ruggiero. Jacques Domergue. Michel Drey-Fitoussi. Abdi El Kandoussi. Julie Fraîche. Claire Hart. France Jamet. Stéphanie Janin. Sonia Kerangueven. Pascal Krizansky. Gérard Nalong. Alex Larue. Max Lévita. Chantal Lévy-Rameau. Mustapha Majdoul. Jérémy Malek. Chantal Marion. Isabelle Marsala. Hervé Martin. Patricia Miralles. Jean-Pierre Moore. Caroline Navarre. Véronique Pérez. Cantali Poutassang. Marie-Hélène Santarelli. Philippe Sorel. Présent. Sauveur Tortorici. Bernard Travier. Annie Yag.
Rabi Youssous. Pour la commune de Murviel-les-Montpellier, Isabelle Touzard. Pour la commune de Pérols, Jean-Pierre Ricot. Isabelle Gianiel. Pour la commune de Prades-le-Lez, Jean-Marc Lucert. Pour la commune de Restin-Clière, Geniès Balazin. Pour la commune de Saint-Bresse, Laurent Jaoul. Pour la commune de Saint-Drézérich, Jackie Galabrin-Boulbe. Pour la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues, Yvon Pelé. Pour la commune de Saint-Georges-d'Orques, Jean-François Audrin. Pour la commune de Saint-Jean-de-Védas, Isabelle Guéraud. Éric Petit. Pour la commune de Saussan, Joël Vera. Pour la commune de Sussargues, Eliane Yoré. Pour la commune de Vendargues, Pierre Dudiozer. Pour la commune de Villeneuve-les-Maglols, Noël Ségura. Chantal Clarac. L'appel est clos, Monsieur le Président. Merci, mademoiselle Botkin. Donc le quorum est largement atteint, nous pouvons délibérer. Je vais vous donner une petite information pour débuter ce conseil. Le prochain conseil de métropole se tiendra le jeudi 28 mai à 17 h. « 28 mai à 17 h. Le conseil de ce jour, et je vous remercie, propose d'être présent, propose donc deux affaires, l'approbation de l'ordre du jour et une seule affaire qui concerne le contrat de plan État-région 2015-2020. Avez-vous des observations à formuler sur l'ordre du jour? Je le mets aux voix. Contre? Abstention. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Sur l'ordre du jour? Mais là, c'est l'ordre du jour. Allez-y, allez-y. Non, pas encore. Allez-y. C'est bon. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, bonjour. Quand je suis arrivée dans cette salle, je me suis retrouvée logée à côté du FN, à côté du Parti socialiste. J'ai beaucoup de respect pour vous, Madame France Jammet, peut-être plus que d'autres personnes, Monsieur Moore également, mais ici n'est pas ma place. Aussi, j'ai pris la liberté de changer de place, car Monsieur le Président, je vous rappelle que j'ai été élue sur une liste citoyenne. Je ne changerai pas de place, je reste où je suis, là où j'ai été élue. Là est ma place, donc je vous remercie de bien vouloir respecter la place que les citoyens m'ont donnée. C'est d'accord. Merci. Vous êtes très bien là. Mais moi, je préférerais vous y voir tout le temps. Pourquoi? Vous m'avez vu Vous le ailleurs? savez bien. Vous croyez... Mais vous le savez bien. Le problème, c'est qu'il y a des fonctionnements incompatibles avec les groupes. Sinon, à titre personnel, vous savez... La communication, c'est vous pas savez que par les quel médias. sentiment. Il faut aussi communiquer avec ses adjoints. Vous Pendant savez quel un an, je vous ai sentiment demandé j'ai un pour vous. rendez-vous. Ne mêlez Vous ne pas, m'avez pas reçu. Madame Boilaga, ne mêlez pas les affaires de Montpellier à la métropole. Hein? Mais vous savez en quelle estime je vous tiens. Ça veut, les fonctionnements après des élections est ce qu'il est, et les comportements des groupes sont ce qu'ils sont. Et on ne peut pas aller contre ses collègues de façon permanente. Voilà, c'est tout. Mais à titre personnel, je vous apprécie beaucoup. L'ordre du jour étant approuvé, nous pouvons donc débuter ce conseil. La première et la seule affaire de l'ordre du jour, et un grand merci à vous d'être présents, puisque nous l'avons convoqué un peu en hâte, pas vraiment en hâte d'ailleurs, selon les procédures légales. J'ai vu que certains conseillers métropolitains s'étonnaient de la convocation. Les règles ont été parfaitement respectées dans les convocations, 5 jours francs, à partir du moment où la convocation est envoyée par lettre recommandée, et nous possédons, pour ceux qui le contesteraient,
l'ensemble des accusés de réception et la Poste en fait foi. Ainsi, ce conseil, nous l'avons voulu à cette date précise parce que demain, au conseil régional, se vote l'approbation du contrat de plan État-région du CPER. La loi MAPAM demande à ce que les métropoles soient liées à la discussion du contrat de plan État-région. Ce contrat de plan État-région valide un certain nombre d'investissements dans plusieurs domaines pour les années, des années 2015 jusqu'à 2020. Les politiques publiques qui en découlent portent sur 5 priorités qui sont les compétences liées de l'État et des régions. Je vais essayer d'être clair, mais c'est un sujet un peu techno et complexe. Donc, vous me pardonnerez si, et vous aurez la possibilité, bien sûr, d'interroger après l'exposé que je vais tenter de réaliser. Donc, 5 priorités que sont la mobilité multimodale, l'enseignement supérieur, ce sont les compétences qui sont partagées État-région. Les filières d'avenir et du futur, les infrastructures et usages du numérique, la transition écologique et énergétique. Il y a 4 objectifs transversaux qui sont l'emploi, la formation et la jeunesse, l'agriculture, la culture et un volet territorial qui concerne, par le biais de la métropole, Montpellier, Méditerranée, métropole. 5 priorités et 4 objectifs transversaux. C'est cela le contrat de plan État-région 2015-2020. Je vais donc intégrer maintenant les orientations politiques de la métropole au travers de ce contrat de plan, puisque la loi nous permet de le faire et oblige à la fois l'État et la région à discuter avec nous et prendre langue avec nous pour ce qui est du volet territorial, mais aussi des actions communes menées au travers des compétences liées État-région. Les 7 piliers de la métropole que je vous rappelle s'intègrent parfaitement dans les 5 orientations politiques et les 4 objectifs transversaux que je viens de vous citer. Je les rappelle brièvement: la santé, le numérique, la mobilité, le tourisme, l'agroécologie alimentation, l'éducation, l'enseignement supérieur et la culture, et la citoyenneté au travers, comme vecteur de développement social, au travers notamment de la politique de la ville. Ce que l'on propose dans le volet territorial de la métropole, et pour lequel la métropole est maître d'ouvrage, et qui est éligible au contrat de plan État-région. Ça s'appelle le volet territorial. Voici quelques-uns et quelques-uns des projets qui ont été intégrés dans le contrat de plan État-région au travers des compétences des 2 institutions. Et ce que je vais vous décrire maintenant est acquis. Et ce n'est pas le volet territorial, c'est le contrat de plan État-région où l'État et la région sont maîtres d'ouvrage
sur des projets intéressant la métropole. Concernant la mobilité, les contournements est et ouest de Montpellier sont actés. De même que le giratoire et le contournement est bénéficient d'un traitement hors CPER que je vous indiquerai à la fin de mon propos. Et pour simplifier le débat, on va dire le contournement ouest est acté. La déviation de Castries, le giratoire de Saint-Brens, ainsi que la RN 213 font partie du contrat de plan État-région. Au niveau des transports ferroviaires et de la LGV et du TGV, la LNMP, c'est-à-dire la grande vitesse Montpellier-Perpignan, est intégrée dans le contrat de plan État-région. De même que le contournement Nîmes-Montpellier et la gare de la Mogère. Ça, c'est le volet mobilité. Sur le volet enseignement supérieur et recherche, la métropole pouvait ne pas participer au contrat de plan État-région. Elle n'a pas la compétence enseignement supérieur si on ne le décide pas. Nous l'avons décidé et nous avons décidé de soutenir l'enseignement supérieur et pour cause, Montpellier, ville universitaire, recherche, tout ce qui concerne les universités, à hauteur de 15 millions d'euros. Ces 15 millions d'euros seront fléchés sur l'immobilier, sur le logement étudiant et sur la recherche et l'innovation. Dans le cadre du numérique, la desserte en très haut débit, des équipements métropolitains, la lutte contre les zones blanches est intégrée dans le contrat de plan État-région. Sur le volet transition énergétique et dans le cadre de l'écocité, les énergies renouvelables sont présentes dans le CPER et ainsi que la prévention des inondations. Avec le chantier sur le Lez, le traitement de l'étang de l'Or, et vous pouvez rajouter, parce que ça a été oublié dans le rapport, le traitement de la Mosson. Le Lez, l'étang de l'Or, la Mosson. Ça, c'est acquis, c'est dans le CPER, dans le contrat de plan État-région. Ce qui est acquis dans le contrat de plan État-région concernant la culture et le patrimoine, c'est uniquement le château de Castries. Et concernant la compétence littorale, est intégrée la protection de la plage et la protection du cordon lagunaire. Voilà ainsi fléchés les grands investissements et les grandes actions qui relèvent du contrat de plan État-région, stricto sensu, État et région. Et ce que je viens de vous décrire est adressé, concerne aussi la métropole, puisqu'un certain nombre d'actions sont validées sur le territoire de la métropole. Après vient un volet territorial. Je le rappelle, ce volet territorial a pour maître d'ouvrage la métropole. Ce sont les actions que nous proposons parce qu'elles sont éligibles
au contrat de plan État-région. Elles sont évaluées à 60 millions d'euros. « 30 millions d'euros à la charge de la région et 7,7 millions d'euros à la charge de l'État, État qui a donné un accord favorable sur ces 7,7 millions d'euros du volet territorial. Nous n'avons pas de réponse à ce jour, mais ce sera voté demain de la région. L'ensemble des demandes qui concernent ce volet territorial et qui sont intégrées dans les 5 orientations du contrat de plan État-région et au travers des 4 objectifs transversaux sont les suivants. Je vous ai fléché les plus importants. La cité intelligente. Le projet Montpellier Capitale Santé. L'hôtel du numérique. La modernisation du MIN, marché d'intérêt national. Le pôle autonomie santé de Latte. Le conservatoire à rayonnement régional. Le centre d'art contemporain. Le site archéologique de Murviel et le site de Latara. La médiathèque de Castelnau. Le zoo de Lunaré. Le parc Gérard Bruyère à Baillargues. La piscine Héraclès de Saint-Bresse. La plateforme santé du CHRU. Et enfin, le contrat de ville s'adressant aux 12 quartiers prioritaires de Montpellier, évalué à 7 millions d'euros. Hors contrat a été acté par la région, le département et la métropole, le contournement Est d'une valeur de 45 millions d'euros et réparti de la façon suivante: 15 millions pour la métropole, 15 millions pour la région et 15 millions pour le département de l'Hérault. Tout ce que je vous dis là a été acté en préfecture au cours de plusieurs réunions de travail. La ligne 4, pour laquelle nous n'avons pas de financement régional, et la ligne 5 de TCSP, puisqu'il faudra reprendre certains segments et que le tout tramway n'est peut-être pas la meilleure solution, pourrait avoir un financement de la région à hauteur de 30 millions d'euros. Le total du volet territorial est estimé à 60 millions d'euros. Je reprends en espérant être encore plus clair. 2 parties dans le contrat de plan État-région. Une partie dont la maîtrise d'ouvrage est État et région, au travers des 5 objectifs transversaux et des 4 objectifs transversaux et des 5 thématiques, et un volet territorial qui est adossé, de par la loi, au contrat de plan État-région, évalué à 60 millions d'euros.
voilà quelle est la situation. Je souhaitais donc que nous ayons un débat sur ce point, puisque tous les projets que je vous ai indiqués ont été discutés pendant l'année qui vient de s'écouler, ont été travaillés par les services de la métropole, par les vice-présidents, par les maires, et demande à ce qu'il y ait un financement nourri pour pouvoir se réaliser. Sur l'ensemble du dispositif, des années 2015 à 2020, l'État accepte un investissement de 127 millions d'euros. La région, 133 millions d'euros. Le département, 17 millions d'euros. Mais sachez que le département ne fait pas partie, de par la loi MAPAM, il est associé, mais il n'est pas... donc son financement est logique. Et la métropole, 180 millions d'euros. C'est normal, ça la concerne. C'est elle qui finance davantage. Le volet territorial sur lequel nous nous exprimons avant le vote régional, c'est dire au président de la région, c'est bien de soutenir Montpellier et je suis sensible à ce que, aux propos qu'il a tenus ce matin même dans Midi Libre pour soutenir la métropole, et je suis heureux qu'enfin il soit venu sur les propos que je tiens déjà depuis 6 mois. Mais tout ça, ce sont des mots, des phrases, du verbe. Moi, j'ai besoin de concret. Et le concret, c'est d'abord d'équilibrer le territoire en termes d'implantation des pouvoirs. Disposer tous les préfigurateurs, préfets, DRAC, ARS, Pôle emploi et bien d'autres, et choisir ceux de Midi-Pyrénées sans aucun préfigurateur issu de Languedoc-Roussillon, lorsqu'on sait que la capitale fléchée par le gouvernement sera Toulouse, cela me paraît faire beaucoup dans la balance. Ainsi, je ne comprendrai pas, puisqu'il soutient la métropole, que le volet territorial ne soit pas financé par la région au travers du contrat de plan État-région, puisque l'État y participe et a dit qu'il y participerait. On peut soutenir de différentes façons, en sautant tout seul sur sa chaise et en disant « je soutiens, je soutiens, je soutiens ». Oui. Mais la soutenir par des contrats, par des engagements, par des délibérations, c'est quand même mieux pour les citoyens dont nous avons la charge. D'autant, et je vous rappelle le calendrier, que le Conseil des ministres de juin, validera l'implantation des préfigurateurs pour le mois de juillet. D'autant que l'administration de la future grande région au dire de Madame Delga ce matin,
devrait se trouver à Toulouse. Madame Delga ayant eu la phrase magique, il ne faut pas répéter ici ce qui se passe entre Strasbourg et Bruxelles, c'est-à-dire le pouvoir politique dans une ville et la réunion de l'Assemblée dans l'autre. Alors, elle condamne cette méthode et approuverait que l'administration centrale de la région soit à Toulouse et une petite réunion à Montpellier. Moi, je suis pragmatique. Je rappelle que les préfigurateurs seront désignés de façon définitive, comme d'ailleurs le siège de la capitale régionale, après les élections régionales 2016. Il est donc fondamental que nous puissions voter un volet territorial avant les élections régionales pour graver dans le marbre les besoins en investissement de la métropole de Montpellier. C'est pour cela que j'ai choisi cette date. Je vous rappelle aussi que dans le cadre de la loi NOTRe, qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, il est écrit dans l'article que pour désigner l'implantation du conseil régional, il faut réunir 3/5 des élus de la future Assemblée régionale, c'est-à-dire 3/5 des 158 élus. Le troisième tour a donc une sacrée importance. Et les résultats du premier tour en indiqueront la mesure. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus dans cette équation. Mais les résultats intermédiaires de ce raisonnement mathématique, chaque fois qu'ils sont annoncés et mis sur la place publique, ne se trouvent pas sur la place de la Comédie, mais sur la place du Capitole. Alors, nous demandons à ce qu'un certain nombre d'engagements de la région Languedoc-Roussillon, encore en exercice jusqu'en décembre 2015, s'engagent sur des projets importants pour notre métropole. Et si le président de région et l'Assemblée régionale ont à cœur de soutenir la métropole de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, eh bien qu'ils le prouvent. Et la façon de le prouver, la plus simple et la plus immédiate, c'est de voter le volet territorial. Et la seconde, avant juillet, sera de prouver qu'ils sont capables d'équilibrer les préfigurateurs des administrations d'État sur les deux métropoles. Et à ce compte-là, nous pourrons envisager l'idée qu'une répartition équitable des pouvoirs sur l'ensemble du territoire régional pourrait se faire. Mais avant, les mots, je les accepte avec plaisir, mais j'attends les actes. Le débat est ouvert. Qui demande la parole? Monsieur Ségura. Madame Danon.
Madame Guiraud, Monsieur Moore, Monsieur Jaoul, Madame Jabado, Monsieur Rouillot, Monsieur Bessonnier et Monsieur Lévita. Et alors, Madame Touzard, Madame Jabé, je croyais que vous étiez endormi, et Monsieur Lévita. Je reprends la liste. Monsieur Ségura, Madame Danan, Madame Guiraud, Monsieur Moore, Monsieur Jaoul, Madame Jabado, Monsieur Rouillot. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Non, Monsieur Bessonnier, pardon. Qui est-ce que j'ai oublié? Monsieur Jaoul, Monsieur Lévita, qui ai-je oublié? Madame Touzard. Madame Jabé. Je reprends. Monsieur Ségura, Madame Danan, Monsieur Guiraud, Monsieur Moore, Madame Guiraud, Monsieur Moore, Monsieur Jaoul, Madame Jabado, Monsieur Rouillot, Monsieur Bessonnier, Madame Touzard, Madame Jabé et Monsieur Lévita. Monsieur Ségura a la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis très heureux de voir inscrit dans le plan État-région le littoral de Villeneuve-les-Maguelones ainsi que le cloître de la cathédrale. Façade maritime, seule façade maritime de notre métropole d'aujourd'hui. Grâce à l'eau et au sable, on va peut-être rejoindre les deux autres agglos qui sont Taux Agglomération et l'étang de l'Or, qui, elles, déjà, s'occupent de leur plage. Donc, dans le passé, j'ai mené ce combat pour qu'on s'occupe de cette plage naturelle qui est à Villeneuve-les-Maguelones, étendue sur 9 km, où se dresse dans son écrin la belle cathédrale de Maguelone, belle comme un bijou qui rayonne dans son écrin. Et donc, et oui, mais des fois je sais être poète, qu'est-ce que vous voulez? Il en faut. Et donc je voulais... Vous avez raison, Monsieur Ségura. Comment? Vous avez totalement raison. Mais je sais que j'ai raison. De temps en temps, vous donner à la poésie, parce que ça change de l'agressivité ambiante. Voilà. Et donc, sachez que les évêques de Montpellier ont séjourné, et je pense que ce contrat État-plan-région est pour moi une continuité de l'histoire. Voilà, et je pense qu'il faut qu'on aille tous dans ce sens, parce que je ne vais pas répéter ce qu'a dit le Président, il a tout à fait raison, l'avenir, aujourd'hui, il nous appartient, demain, je ne sais pas. En tous les cas, la Méditerranée, elle est partie intégrante de Montpellier, Méditerranée Métropole, et Villeneuve le valait bien. Merci, Monsieur Ségura. Madame Danan. Monsieur le Président, chers collègues, tout ceci est tout à fait clair. Moi, j'avais juste une petite inquiétude que je souhaitais pointer. C'est dans les documents du plan de contrat État-région, la santé apparaît, mais à petit niveau. Donc, de temps en temps, mais à petit niveau, en tous les cas, pas à la mesure de votre ambition de faire de Montpellier une ville santé et d'affirmer cette identité santé. On a quand même en Languedoc-Roussillon 131 000 salariés en santé avec 15 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est important. Il est important de défendre cette identité, vous l'avez vous-même affirmé. Donc comment va-t-on s'y prendre finalement pour réinsuffler rapidement des investissements en santé et aller arracher cette identité santé à notre métropole par rapport à l'électronique de Toulouse? Voilà. Oui, Madame Danan, vous avez parfaitement compris le sujet. Ça fait partie du volet territorial, hein, la ville, Montpellier Ville Santé, Métropole Santé, qui nous paraissait assez faible dans le contrat de plan État-région et que nous avons largement souligné et conforté au travers du volet territorial. C'est pour ça que ce volet territorial a une importance. Le volet territorial est important, bien sûr, mais on est loin des maisons de santé, etc. C'est une affirmation vraiment industrielle de la santé. Donc, je crois que c'est important
de travailler très vite là-dessus pour renforcer ce domaine. Merci. Merci beaucoup. Madame Guiraud. Monsieur le Président, mes chers collègues, alors nous n'avons pas comme à Villeneuve-les-Maguelones une cathédrale dans son écrin, mais un domaine du Terral. Dans son écrin, tu sais peut-être, Noël, ou tu ne le sais pas, qu'il a été la propriété des évêques de Maguelone, qui venaient s'y réfugier pour fuir les moustiques. Voilà, c'est un petit peu d'actualité. Voilà, mais un domaine du Terral qui est plus que millénaire, Noël. Bon. Ceci dit, voilà, comme toi, Noël, je me réjouis de voir que le côté ouest, la plaine ouest de Montpellier n'est pas oublié dans ce contrat de plan État-région, avec enfin l'inscription du contournement ouest de Montpellier, dont j'espère qu'il ne restera pas qu'à l'état d'étude, parce que ça fait déjà plus de 15 ans que ce contournement ouest de Montpellier est étudié. Il faut vraiment passer dans une phase opérationnelle, donc je me permets tout de même d'exprimer un petit peu mes inquiétudes en ce qui concerne ce projet, puisqu'à lui seul, il représente entre 180 et 200 millions d'euros. Donc voilà, moi je reste vigilante sur cette réalisation. Je tiens à rappeler que la commune de Saint-Jean-de-Védas souhaite être associée, si ce n'est consultée, sur la définition de ce projet, qui est important pour nous. Et puis je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour m'adresser aux conseillers départementaux qui ont été récemment élus et pour leur rappeler que la ville de Saint-Jean-de-Védas a un besoin vraiment criant de la déviation de la RD 613 vers la nouvelle autoroute, le contournement sud de Montpellier. Merci. Merci Madame Guiraud. Oui, parce que cette RD est sous la responsabilité essentielle du département de l'Hérault. Je rappelle que le contournement Est est aussi compétence du département, mais que nous avons souhaité apporter 15 millions d'euros sur le projet. Là aussi, nous n'étions pas obligés de venir. Mais c'est fondamental de pouvoir faire fonctionner l'actuel A9 devenu boulevard urbain lorsque le doublement sera réalisé, avec à l'est le contournement Est et à l'ouest le contournement Ouest, qui, lui, est déjà plus avancé quant à sa construction. Monsieur Bourg. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, mon intervention portera sur le volet de la mobilité et du développement territorial. On vient d'évoquer la situation de l'Ouest. Moi, je voudrais évoquer un sujet qui est esquissé, mais qui n'est pas précisé. Dans le détail complet de ce que vous avez fait, l'opération ne s'y retrouve pas. C'est celui qui se rapporte au transfert vers le rail, en quelque sorte, de la mobilité de nos citoyens, et notamment le transfert de la ligne 2, le prolongement de la ligne 2 vers l'ouest, qui était envisagé, avec récupération de l'ancienne ligne de voie ferrée. J'en parle puisque c'est un dossier sur lequel, lors de mon premier mandat de maire en 87 ou 89, j'avais réussi à stopper les velléités de la SNCF de brader en quelque sorte les dépendances de cette ligne de voie ferrée, puisqu'elle était désaffectée. Nous l'avions intégrée. Je vous réponds de suite, Monsieur Bourg. Je défléchais que Oui, non, mais je comprends. Il fait partie du CPER, ici, dans le cadre de l'étoile ferroviaire. Et là-dessus, la métropole investit 1 million d'euros. Prévoit l'investissement d'1 million d'euros. Pour les études. Oui, parce que le projet... Oui, mais il faut aussi que les autres collectivités nous répondent. Parce que sur ce sujet, il y a d'autres collectivités... Non, je ne serai pas long, mais juste une précision, parce qu'elle me paraît importante. On évoque différents sujets situés sur tel ou tel point du territoire. Ce qui me paraît évident, au niveau d'un contrat de plan État-région, c'est qu'on ait une vue d'ensemble globale de ce qu'entraîne tel ou tel aménagement, telle ou telle incidence sur tel autre, etc. Là, nous avons un prolongement par la voie ferrée qui permet, en quelque sorte, avec l'extension future, ligne 5 vers la Vérune, de capter à peu près l'équivalent de 50 000 personnes. Les 35 000 du canton de Pignan, on peut considérer 10 000 sur l'étang de Thau, le nord de l'étang de Thau, et à peu près 5 à 10 000 sur tout le versant nord du canton de Frontignan, avec Balaruc et Gijan. Là,
on a en quelque sorte une prise de 50 000 personnes qui n'est pas du tout inutile dans l'évolution de la circulation, l'évolution de la population. Je la mets en combiné avec le deuxième trident que je viens d'évoquer, qui est celui de capter la population centrale et nord du canton de Pignon avec le tramway qui arrive à la Vérune. Tout ça, ça doit se combiner, mais vous l'avez évoqué, ça doit se combiner avec le contournement ouest. Donc je précise que le carrefour Genevaux est intégré également au contournement ouest. Il y a un autre volet qui concerne ce qu'on appelle la LICOM, le lien intercantonal, qui doit desservir la liaison entre Fabrègues vers Villeneuve-les-Maguelones, avec le réaménagement de la route qui va vers Villeneuve, et jusqu'à Saint-Georges-d'Orques. C'est en quelque sorte la deuxième couronne circulaire qui est à même d'éviter, dans une liaison entre le fer et la route réaménagée, les effets de thrombose qu'on rencontre tous les matins à Saint-Jean-de-Védas, à Juvignac et à Genevaux. Et là, ce n'est pas uniquement pour une opération, je veux dire, ciblée sur un point du territoire. C'est tout simplement l'organisation des transports de la partie ouest. Et Mme Guiraud vient d'évoquer la déviation de la 113 au niveau de Saint-Jean-de-Védas. Tout ça est lié. Et si on n'évoque pas, au-delà d'études plus qu'approfondies, les premiers investissements, puisqu'on était en train d'acheter la ligne d'extension entre Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, je crois qu'il faut éviter de toujours renvoyer. Ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que je dis, hein. Mais l'histoire montre que ce dossier, il n'a pas suffisamment avancé dans les temps anciens. On a développé sur l'Est, sur le Sud, on a laissé un peu trop croupir ce dossier. Moi, je souhaite qu'il soit intégré au contrat de plan de manière beaucoup plus ciblée et identifiée. Je partage votre point de vue là-dessus. Je vous propose de modifier la rédaction pour le cibler davantage. Parce que je ne dis pas tout, hein, mais là, puisque vous me posez la question, je vais dire, nous avons évoqué ce sujet avec la SNCF dernièrement sur la capacité d'achat, et avec Madame le maire de Cournon-Sec, sur les capacités d'achat de l'implantation parcellaire de la ligne. C'est le lien bassin de Thau-Montpellier. Monsieur Jaoul. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Président, vous avez décidé de nous réunir aujourd'hui en séance extraordinaire dans le cadre du contrat de plan État-région. Je pense que ce volet territorial est fondamental pour la métropole et les élus de Montpellier. Dans le projet de délibération qui est soumis au vote des élus métropolitains, il est fait référence au contournement ouest de Montpellier, mais aussi à la déviation de la RN 113 prévue à l'est de la métropole et plus précisément à l'est de la commune de Saint-Bresse. C'est sur ce point précis que je voudrais développer mon propos. L'accessibilité, notamment routière, reste une préoccupation majeure pour le secteur est du territoire de la métropole où de nombreuses infrastructures vont être réalisées. Je pense notamment à la piscine métropolitaine Héraclès. Je pense aussi au parc multiglisse Gérard Bruyère de Baillargues que vous avez évoqué dans votre rapport. La déviation de la RN 113, l'itinéraire définitif n'est à ce jour toujours pas arrêté, mais il y a plusieurs tracés à l'étude qui constituent en soi un enjeu majeur pour les communes de l'Est montpelliérain. Cette nouvelle voie permettra une réduction des flux de transit dans les traversées de Baillargues et de Saint-Bresse, et l'axe historique de la 113 pourra alors bénéficier d'un réaménagement plus favorable aux circulations de proximité, en lien notamment avec le pôle d'échange multimodal de Baillargues et le développement urbain de nos communes. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, la RN 113 est saturée en permanence sur plusieurs kilomètres entre les communes de Saint-Bresse et de Baillargues, ce qui induit des temps de trajet très importants qui sont souvent augmentés de 30-45 minutes, voire 1 heure. Pour tous les habitants de la population, d'un bassin de population allant de Saint-Bresse, Baillargues, Saint-Geniès-des-Mourgues, Beaulieu, Mudaison, Valergues, Lansargues, Castries, c'est devenu un enfer. Par ailleurs, pour éviter les embouteillages quotidiens sur la RN 113, de très nombreux automobilistes empruntent des chemins de traverse sur la commune de Baillargues, souvent à des vitesses élevées. En plus des nuisances, c'est un véritable danger pour la population. C'est donc une évidence. Le dédoublement de l'autoroute A9 ne pourra pas jouer pleinement son rôle si, à l'est du territoire montpelliérain, nous ne réalisons pas cette déviation de la RN 113.
Cette déviation, elle est aussi une nécessité absolue pour permettre les accès aux échanges multimodaux de Baillargues et ainsi permettre le rabattement du trafic automobile vers le rail. Tout à l'heure, vous avez également évoqué, dans le contrat de plan État-région, le giratoire qui sera situé sur la commune de Saint-Brès. Eh bien, écoutez, moi aujourd'hui, je suis heureux de constater que c'est inscrit dans le contrat de plan État-région, puisqu'il y a très exactement un an dans cette Assemblée, j'avais lancé un message très fort à Monsieur le Préfet, dans lequel je disais que j'arrêterais de délivrer des permis de construire sur la commune de Saint-Brès si ce giratoire n'était pas réalisé. Parce que j'avais eu le malheur, en tant que premier magistrat de la commune de Saint-Brès, de constater en 2 années 8 décès à la hauteur de ce carrefour. Donc aujourd'hui, ce giratoire est inscrit dans le contrat de plan État-région et j'en suis très heureux. Maintenant, il faut aller encore plus loin avec ce projet de déviation de la RN 113. Je crois que l'urbanisme et l'aménagement de notre territoire à travers l'amélioration des réseaux routiers constituent, je pense, 2 responsabilités majeures d'une structure intercommunale comme la nôtre, mais il faut que la région aille plus loin. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes inquiet pour l'avenir avec le partage des compétences dans le cadre de la fusion des 2 régions. Je vous le dis, vous avez raison d'être inquiet, vous avez raison de mettre la pression et vous avez raison d'être très vigilant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Nous entendons des promesses de candidats aux élections régionales. C'est bien ceux qu'il faut se mettre dans la tête. Nous voyons des parlementaires qui assistent à des réunions politiques dans le cadre des élections régionales, mais il faut aller plus loin comme vous le faites aujourd'hui. Il faut des contrats, il faut des délibérations, parce que les promesses rendent les enfants joyeux. Je vous remercie. Merci, M. Jaoul. Madame Chavado. Monsieur le Président, chers collègues, mon ami René Revol, maire de Grabel, ne peut pas être là pour présenter une présentation avec ses grands attributs de grand orateur. Donc, c'est moi qui vous présente notre vision ce soir. Donc, avec cette délibération, Montpellier Méditerranée Métropole réaffirme ses engagements dans le cadre du futur CPER et la nécessité des financements de l'État de la région sur notre territoire. Bien que cette délibération ne présente qu'un cadre général, comme élus de Grabel, nous voulons pointer quelques éléments de réflexion. Du fait de la baisse des dotations de l'État que subissent les collectivités locales, ces financements sont devenus encore plus nécessaires. Certains projets sont essentiels pour une politique de transition écologique ambitieuse, pour contribuer à lutter contre les inégalités sociales qui s'accroissent avec la crise économique et faire face à la forte croissance démographique annoncée. Notons notre satisfaction de l'annonce de l'inscription de l'étude de la ligne 5 du tram, très attendue par la population. Reste que des discussions actuelles, si on peut appeler cela des discussions, confirme ce que nous dénoncions avec cette nouvelle organisation territoriale. Nous assistons à un accroissement de la mise en concurrence des territoires entre eux, sous couvert de compétitivité. Les grands bénéficiaires risquent fort d'être ces entreprises qui peuvent ainsi jouer de la concurrence entre collectivités, venir profiter des avantages fournis et faire ensuite un chantage à la délocalisation. Quant à la mise en place de cette grande région, censée moderniser les institutions et réaliser des économies d'échelle, elle contribue surtout à entériner l'éloignement des lieux de décision des citoyens et renforcer le féodalisme. De plus, si le volet enseignement supérieur réaffirme notre attachement au développement du pôle universitaire montpelliérain, il sert surtout au gouvernement actuel à entériner une décentralisation qui rime avec désengagement. Nous considérons que l'enveloppe affectée à la transition écologique manque d'ambition pour relever les défis du changement climatique. Et concernant le volet transport, nous continuons à contester le choix d'implanter une nouvelle gare TGV à la Mogère. En conclusion, parce que nous souhaitons renforcer le contrôle des populations sur les choix d'aménagement, que nous voulons que l'environnement soit une priorité,
que la solidarité des territoires l'emporte sur la mise en concurrence généralisante. Tout en votant en faveur de cette délibération, nous demeurons quand même vigilants. Merci. Merci, Madame Jabado. Et je partage une partie de vos propos sur tout ce qui concerne la citoyenneté et l'éloignement des citoyens. Si nous demandons avec Max Lévita à ce que, et avec son homologue François Chollet de la métropole de Toulouse, qu'il y ait une réflexion très approfondie sur les transports liant les deux villes, c'est parce que nous considérons que la relation Montpellier-Toulouse ne peut se faire que si les citoyens sont capables de se rendre dans l'une et l'autre ville avec des délais de déplacement corrects, c'est-à-dire 1 heure, 1 heure et demie maximum, et pas 2 heures et demie comme aujourd'hui. Ce n'est pas acceptable. Mais en même temps, la réforme territoriale ne traite pas fondamentalement de ce que nous avons mis en place, c'est-à-dire le pôle métropolitain. Je crois que nous aurons partiellement réussi, ou pratiquement réussi, une réforme territoriale où nous aurons assuré, je dirais, une trajectoire de la métropole intelligente dans la réforme territoriale, si nous sommes capables de lier avec nous les communautés de communes périurbaines, rurales et hyper-rurales. C'est ce que nous essayons de faire et ce que nous avions promis aux électeurs lors de la campagne électorale, puisqu'avec Max Lévita, nous avions toujours parlé de métropole consentie, acceptée, négociée, douce, non dogmatique, non excluante. Et c'est le cas du pôle métropolitain, c'est son rôle. Il s'agit là d'une instance de concertation uniquement, mais nous étions, il y a 2 jours de cela, à Florac, où nous étions invités par les élus communautaires à 2h30 de Montpellier. Et je dis simplement aux journalistes qui m'avaient raillé lors la dernière réunion du pôle métropolitain le 25 mars, que j'avais bien raison de dire qu'on pouvait aller à Florac par la 750. Parce que faire la corniche des Cévennes en pleine journée, c'est magnifique. Mais le soir, à 1h du matin, c'est plus facile par la 750 pour revenir, même si on perd 10 minutes. Donc voilà, je m'étais fait un peu allumer, je profite de votre intervention pour remettre les pendules à l'heure. Mais là où je vous rejoins dans l'éloignement des citoyens avec les foyers de décision, c'est qu'une métropole comme la nôtre ne peut pas se séparer de son grand territoire. Elle a un devoir impérieux de lier aux décisions et par des actions de partenariat, de contractualisation, les autres communautés de communes, parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire et à faire ensemble. Hein? Donc là-dessus, je partage votre point de vue. Et d'ailleurs, ça répond aussi à la question des grands groupes qui peuvent être économiques, qui peuvent être favorisés, parce qu'on initie une nouvelle forme de microéconomie locale et régionale par le pôle métropolitain, surtout sur les piliers de la métropole et notamment le tourisme, qui sera le prochain pilier étudié lors de la prochaine réunion du Parlement des territoires qui se fera au château de Castries le 20 juin matin. C'est ça? C'est le 20 juin? Le 20 juin matin à Castries. Et le tourisme fera partie des sujets traités. Monsieur Rouillot. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. J'ai eu plusieurs fois professionnellement à participer à la préparation de contrats de plan État-région à différents titres. Et c'est des opérations qui sont particulièrement importantes puisqu'il s'agit à la fois de concerter sur la stratégie et de cofinancer des priorités. C'est ça l'enjeu. Cette année, pour la première fois, les métropoles sont associées à cet exercice. Et donc, il n'y a pas simplement 2 signatures, celle de l'État et de la région, mais il y a à terme 3 signatures avec la signature de la métropole. La délibération que vous nous proposez va dans le bon sens, mais il me semble que souvent, il y a un certain nombre d'ambiguïtés qu'il faudra pouvoir lever. Par exemple, en ce qui concerne la notion de volet territorial, en page 3 de la délibération, nous voyons que Montpellier Méditerranée Métropole propose une somme de 86 millions
pour ce volet territorial. À d'autres moments, vous avez évoqué un volet territorial à 60 millions. Donc je pense qu'on ne parlait pas exactement de la même chose dans ce qui est écrit dans la délibération et dans ce que vous dites. Ça, c'était ma première question. 60 millions, c'est les 60 millions qui sont demandés hors accord particulier, hors convention. Et le 86 ? 86. Celui qui est une partie des 180 que propose la métropole. Page 3 de la délibération. C'est page 3, on va vous répondre. Page 3 de la délib, vous dites ? Oui. Oui, dans le tableau, vous avez en fin de page 2, vous avez mobilité 59 millions, etc. Et ça continue au début de la page 3 avec, en troisième ligne, 86 millions pour le volet territorial. Oui, une précision. Donc, quand le président a annoncé 180 millions d'euros de contribution de la métropole, sur ces 180 millions d'euros, il y a 86 millions d'euros de participation de la métropole concernant le volet territorial. Oui, Mais 86, c'est plus que le 60 annoncé par le président, donc j'ai un petit problème de compréhension. Parce que... Mais non, 60, c'est ce que nous demandons. Oui, voilà. Ah, c'est ce qu'on demande aux autres. Oui. Alors que 90... Pour faire 60 plus 86. Voilà. Oui. D'accord, c'est clair. Alors ma deuxième question, pour continuer, et dans cette optique-là, c'est vous nous avez donné un certain nombre d'indications disant que tel projet était acté, tel projet est intégré, et c'est très positif sur tout un certain nombre d'entre eux. Mais le sujet, c'est pas seulement que ça soit acté ou intégré, c'est évidemment qu'on sache si c'est acté ou intégré à titre d'étude, à titre de cofinancement des réalisations. Vous nous avez donné quelques indications s'agissant de la ligne 5 pour la région, quelques indications sur le contournement Est, mais il y a des très gros sujets très lourds et auxquels nous sommes tous très attachés, comme le contournement Ouest qu'évoquait notre ami Jaoul tout à l'heure, ou comme bien sûr la LGV qui doit aller vers Perpignan et l'Espagne. Donc à quel moment, si je comprends bien, ce que vous nous demandez d'approuver, c'est les propositions de la métropole, et ce que nous n'avons pas encore, c'est finalement le produit final de cette négociation contrat de plan État-région, c'est-à-dire le tableau des cofinancements sur chacun des projets jugés prioritaires, cofinancement de l'État, cofinancement de la région et cofinancement de la métropole. Est-ce que je ne me trompe pas en disant que c'est bien les propositions de la métropole que nous voterons et qu'on est d'une négociation qui n'est pas encore tout à fait terminée? Alors, il y a ce qu'a dit le président tout à l'heure, il y a deux volets. Il y a le volet sur lequel on a un accord aujourd'hui sur un certain nombre de projets. C'est les projets de mobilité qui concernent les grandes infrastructures. Donc, contournement ouest, ligne TGV, déviation RN 113, donc les projets que le président a cités. Là-dessus, il y a un accord. Région, métropole, État et parfois département pour ces projets-là avec une clé de financement qui a été établie et des montants qui sont établis. Il en est de même sur le volet enseignement supérieur, recherche, innovation, où donc le président a annoncé 15 millions de contributions de la métropole sur des projets en maîtrise d'ouvrage État, puisque c'est exclusivement sur le volet université. Et donc là, on a aussi des accords de financement avec des contributions de l'ensemble des parties en jeu. Là où on n'a aucun accord aujourd'hui, c'est sur le volet territorial. Et donc, les 60 millions d'euros que nous sollicitons auprès du Conseil régional dans le cadre de la signature du contrat de plan État-région sur le volet métropolitain. Voilà. Donc, dès que la négociation sera finie, on est tous extrêmement intéressés de voir le tableau des cofinancements, projet par projet, évidemment. Et la nature du cofinancement, étude dans certains cas, réalisation dans d'autres. Merci. Juste une précision supplémentaire, c'est qu'en principe, la délibération du Conseil régional de demain devrait intégrer les projets du volet métropolitain. Et à l'heure où on se parle, on ne sait pas. Monsieur Bessonnier, merci Monsieur Rouillot. Monsieur Bessonnier. Président, chers collègues,
moi j'attire votre attention sur le fait, bon, comme a pu le souligner mon collègue maire de Saint-Brest, Laurent Jaoul, sur l'importance de figer, si on peut dire, dans le marbre, les engagements qui pour le moment ne sont que des promesses. Et notamment par des engagements, comme vous avez pu le souligner, Monsieur le Président, avant la date du mois de juin, mais peut-être pour regarder si ces élus régionaux qui vont être en place jusqu'à la fin de l'année ne pourraient pas, par un budget primitif en octobre, acter un peu plus définiment, je dirais, ces engagements sur ce volet territorial qui ne semble pas avoir été intégré dans le CPER. Budget primitif, tout le monde peut en faire et je pense que c'est un peu plus déterminant pour justifier du fait qu'on est conscient de l'importance de l'aménagement du territoire tel que nous le voyons, nous, métropole, avec des effets induits que nous avons subis de par des territoires qui ne sont pas des territoires de notre métropole. Je prends pour exemple le pôle d'échange multimodal de Bayard, que je connais bien dans sa première phase, et j'espère que la deuxième phase ne prendra pas trop de retard. Ça, c'est très important de le souligner, puisque la première phase connaît un tel succès que le premier parking est saturé et des stationnements se font dans les lotissements voisins pour permettre à des personnes venant d'autres territoires que celui du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole pouvoir se rendre à Montpellier et revenir. Je voudrais dire par là que quand nos amis de l'étang de l'Or, à l'époque, ont eu l'outrecuidance de justifier leur SCOT avec un rabattement sur le pôle d'échange multimodal qui était financé bien sûr par la région, mais aussi par notre agglomération à l'époque, ils n'avaient pas un intérêt majeur à financer pour eux ce pôle d'échange multimodal et surtout la suppression du passage à niveau qui permettait d'une part de se rabattre en toute sécurité sur l'autoroute, mais aussi de se rabattre sur ce pôle d'échange multimodal. Et c'est là où la région aurait dû jouer son rôle de chef de file et de dire c'est à nous de faire venir des territoires concernés sur un territoire qui est un territoire métropolitain pour mettre tout le monde autour de la table. Je rappelle au passage que sans la mise de 650 000 € de la part de la ville de Bayard qui n'avait pas financé ce genre d'équipement, on n'aurait pas pu mettre tout le monde autour de la table et Dieu sait si entre RFF et la SNCF, qui à l'époque étaient encore des cousins éloignés mais des cousins ennemis, avec le conseil général, avec l'agglomération, avec la région, ça a été dur, mais on y est arrivé grâce au service, bien sûr, de la métropole et je dirais à l'intérêt général qui a primé. Je voudrais donc dire ici que ce volet territorial doit être intégré dans l'intérêt général et surtout pour bien acter par un budget primitif au niveau de la région que je souhaiterais voir avant la fin de l'année, l'intérêt que l'on peut avoir à avoir, comme vous l'avez dit préalablement, des gens qui seront bien éloignés de notre territoire et de la réalité des contraintes que nous allons subir si jamais nous y prenons garde. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Bessonnier. Je donne la parole à Madame Touzard. Monsieur le Président, chers collègues, bonsoir. Juste pour relever la question du, vous le savez, ça m'est cher, du haut débit et du numérique. Je pense profondément, donc je suis contente de voir, bien entendu, et c'est naturel que ça apparaisse à la fois dans le volet territorial et dans le CPER proprement dit, mais je pense qu'on n'a encore pas pris la mesure du retour sur investissement de ces investissements-là dans le numérique. On parle de transition énergétique, par exemple, mais le numérique, c'est un outil formidable de transition énergétique qu'on ne met pas assez en avant à ce niveau-là. Donc, moi, je le mets dans ce volet-là. Si on compare, je pense, 1 million d'euros investis dans les réseaux VIR et 1 million d'euros investis dans le haut débit, je suis sûre que les impacts en termes de développement économique et en termes de lutte contre le réchauffement climatique sont bien plus élevés. Ça, j'en suis persuadée. Je rappelle que toutes les dispositions nationales prises visent normalement à diminuer les fractures numériques, donc en termes d'équité entre territoires. Or, jusqu'à présent, on va plutôt vers une augmentation de cette fracture, même si tout le monde gagne un peu, certains territoires vont rester vraiment dans des situations de fracture accrue.
Et pour reprendre le dernier élément dont vous parliez, en termes de citoyenneté, vous avez parlé des déplacements, mais je pense que le haut débit équitablement réparti sur les territoires, justement, sera un très fort élément de citoyenneté et de rapprochement. À titre professionnel, je témoigne, Florac, c'est une des antennes de Montpellier-Supagro où je travaille. Il faut savoir qu'au sein d'un établissement comme le mien, quand on veut se communiquer avec nos collègues de Florac, on a beaucoup de mal, on n'arrive pas à transmettre nos dossiers. Voilà, c'est vraiment... voilà, j'ai désolé d'insister, vous savez que c'est quelque chose sur lequel je reviens très souvent, mais je pense qu'on n'a vraiment pas pris la mesure des défis qui nous attendent et du retard que prend la France en général et nos régions en particulier par rapport au reste du développement. Et puis j'en profite pour vous remercier d'avoir inscrit l'aménagement du site de Castellas dans le projet territorial. Mais le projet du Castellas pourrait être un gros projet s'il est alimenté en... S'il est connecté. Merci Madame Touzard, et je partage vos propos du début à la fin. Ce sont les demandes de tous les maires et les présidents de communautés de communes que je rencontre et que j'ai rencontrés. J'ai rencontré 42 communautés de communes dans le tissu périurbain, rural, hyper rural, sur 6 départements. Et la première demande, c'est lutter contre la fracture numérique, éliminer les zones blanches. Parce que la citoyenneté, parce que l'équité devant l'information, l'équité devant la culture, l'équité devant tout ce qui peut apporter la citoyenneté. Et puis le télétravail, parce que les entreprises qui souhaitent s'installer à Florac, dans le Minervois, dans les hauts cantons de l'Aude, aimeraient bien avoir le haut débit. Si je peux permettre, pas à Florac, je prends l'exemple de Murviel parce que c'est le mien, mais c'est pareil dans d'autres communes. Des entreprises voudraient, j'insiste, s'installer à Murviel par exemple, et donc ne pas approvisionner les bouchons donc sur la 750 ou en direction de Saint-Georges-d'Orc ou quoi, mais aujourd'hui ne le peuvent pas. Bien sûr. Et c'est un problème récurrent, à la fois dans certaines villes et territoires de la métropole, et puis bien entendu sur tous les cantons et les territoires périurbains, ruraux et hyper ruraux. Nous sommes très en retard. Très, très en retard. Merci Madame Touzard. Madame Jabé. Monsieur le Président, mes chers collègues, Boileau disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Et les mots pour le dire arrivent ensuite clairement. Je ne suis pas sûre, au regard de ce rapport que vous nous avez donné, et des questions finalement qui fusent de part et d'autre, que ce soit réellement le cas de ce pré-rapport, sur la forme et sur le fond. Alors je vous ferai l'économie de quelques bonnes petites perles, je pense, qui seraient dignes d'un, je sais pas, enfin peut-être, je verrai peut-être façon Lucchini, mais bon. Sur le fond, sur les compétences, le financement, les objectifs, au-delà du flou artistique, on ne peut pas laisser passer, laisser dire et laisser faire ce dans quoi vous êtes en train de nous engager. Alors, quand vous parlez notamment du FEDER ou du FSE, là que vous mettez en avant, faut quand même admettre que tout ça procède d'une politique qui est voulue par Bruxelles, parce que c'est Bruxelles qui fixe les cibles prioritaires et qui tente ainsi d'imposer une légitimité, je dirais démocratique qu'elle n'a pas, et territoriale que toutes les régions lui ont cédé de bon cœur, parce que l'État était faible et n'avait pas les moyens, et parce que certains barons ont pensé qu'ils avaient tout à y gagner. Aujourd'hui, si vous voulez vous réjouir du FEDER, je peux vous dire que normalement, si ces fonds doivent contribuer au développement des entreprises, on ne peut pas dire, enfin, il faut relativiser. Hein. Le FEDER, c'est le deuxième poste budgétaire de l'UE après la PAC. C'est 350 milliards sur 6 ans. Ça fait 58 milliards divisés sur 27 pays. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire une petite idée de ce qui va être saupoudré. C'est vrai que vous avez tendance à préférer subventionner les multinationales américaines et anglo-saxonnes, et le maire de Grabel et Madame Jabado aussi, d'ailleurs, je vous le rappelle, parce que cette concurrence qu'elle dénonce, elle l'engage en subventionnant des multinationales. D'autre part, le FSE,
dont la politique n'a jamais eu aucun impact sur le chômage, puisque c'est normalement sa raison première, puisqu'aujourd'hui on en est quand même à plus de 6 millions de chômeurs, qui a toujours fait preuve d'une gestion, je dois le dire, ça a été relevé par la Cour des comptes, une gestion des dossiers qui coûte plus cher que le montant des projets. Il y a aussi un principe de corrélation qui est particulièrement dangereux. Et évidemment, je veux dire, on peut toujours se poser la question, quel est le coût, quel est le budget, quel est l'impact, quels sont les résultats. Et là, je vous rassure, il n'y a jamais de bilan. Donc en fait, on saupoudre de l'argent, qui, je vous rappelle, est de l'argent français, et sans jamais savoir finalement à quoi ça sert. Donc ce n'est pas une manne, et il faut vraiment relativiser. Sur le CPER, moi je suis étonnée, c'était une question que je voulais vous poser, je voulais savoir qui l'a lu. Et en fait, personne ne l'a lu. Comment ? Qui a lu le contrat de plan État-région ? Nous avons eu de nombreuses réunions à la préfecture avec l'ensemble des documents. Vous avez eu, bon. Avec monsieur le préfet, avec monsieur le président de région Damien Larry et avec le président nouvellement élu du département, Kléber Mesquida. Voilà, vous avez de la chance. Avec madame le recteur et avec l'ensemble des services, préfecture, métropole, département et région. Bravo. Bravo. Merci. Je tiens à dire, depuis tout à l'heure, vous parlez de la présentation de ce contrat de plan État-région demain en Assemblée régionale, et je tiens à vous dire que nous n'avons eu entre les mains qu'un projet de 108 pages et que demain, le document définitif nous sera présenté avec effectivement ce volet territorial, enfin des précisions quand même qui s'imposent. Et pour répondre à la gentille question de M. Rouillot... Madame Jabé, vous qui êtes conseillère régionale, oui. Vous n'avez pas le document définitif la veille du vote ? Non. On nous a averti en conférence de présidence ce matin qu'on aurait le document définitif sur nos bureaux demain matin. Nous aurons 5 minutes de débat et nous n'aurons même pas le temps de la relecture. Donc je vous trouve en tout cas bien avantagé, mais beaucoup moins que les conseillers régionaux, en tout cas d'opposition, et finalement encore moins que nos conseillers de métropole qui n'ont pas lu non plus ce dossier puisqu'ils ne l'ont pas eu entre les mains. Vous dites en plus que ce document que vous nous donnez n'est pas tout à fait complet. Donc je suis quand même assez réservé sur le principe de se prononcer sur des documents que nous n'avons pas eu en main, que nous n'avons pas eu, qui ne sont pas complets et pour lesquels quand même vous nous demandez de nous prononcer. La métropole et son territoire jusqu'à l'Espagne, c'est ce fameux principe que vous avez voulu opposer à cette fusion des régions qui s'est fait à nos corps défendants, en tout cas le nôtre, celui du Front National, puisque je ne suis pas sûr, effectivement, on ne reviendra pas là-dessus, que les batailles aient été rendues. Concernant les investissements, vous parlez de grandes politiques publiques en page 2, donc c'était les FEDER, les FSE. Je vous rappelle que vous êtes toujours dans le droit fil de l'Europe, avec la santé au sens de l'OMS, comme vous dites, et cette fameuse charte d'ATED que vous avez demandé de signer, que nous avons refusé de signer, notamment à Montpellier. Vous avez la mobilité en page 3. Vous avez aussi les grandes politiques publiques qui représentent une opportunité significative pour l'économie régionale, et notamment en emploi non délocalisables, et vous parlez de bâtiments, de travaux publics. Je dis, c'est largement délocalisable. L'Europe a tout prévu pour ça. C'est ce qu'on appelle les travailleurs détachés. Pour le reste, si vous parlez des PME, des artisans, etc., vu qu'ils sont déjà complètement écartés des marchés publics et complètement écartés des subventions qu'on peut éventuellement balancer sur des grosses entreprises, ça ne concernera pas forcément ce qui constitue 80% de notre tissu économique. Vous parlez ensuite donc de la mobilité, donc parlons-en. Alors le pôle d'échange multimodal, on ne va pas revenir dessus, je rassure monsieur Messonnier, nous l'avons voté, je l'ai voté systématiquement à la région. Cependant, la ligne Montpellier-Toulouse, moi je suis désolée, j'ai trouvé que monsieur Hollande était très évasif, hein. Les premiers rails ne sont pas prêts d'être soudés. D'ailleurs, ils sont tous très évasifs, parce que je ne sais pas quelle lecture vous avez par rapport aux déclarations de Mme Delga, mais je la trouve très sibylline, on va dire. Je ne suis pas rassurée. Sur le prolongement de la ligne 1, qui moi aussi, je dis, je tiens à le souligner, est un projet aberrant, d'une gare inondable, d'une ligne sans passagers, ça c'est clair, on vous l'aura dit aussi. Et ensuite, la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, avec le contournement complet de Montpellier qui est annoncé, qui n'a jamais été réalisé, je vous le dis, depuis plusieurs décennies,
Et puis notamment aussi le contournement ouest dont parlait M. Moore, du côté de la Vérune, etc. Mais je tiens à vous rappeler que ça tient essentiellement, je suis étonné que personne n'y s'en souvienne, des conflits qui opposaient les barons régionaux de l'époque, ou départementaux ou métropolitains. C'était Fraîche contre Blanc, contre Sommade. Je ne sais pas maintenant aujourd'hui quelles sont vos relations avec Mesquida. Ça part mal. Madame Jabé, sur le contournement ouest, sur d'autres sujets, on aurait pu dire ce que vous dites. Mais sur le contournement ouest, ce n'est pas le cas. Sur le contournement ouest, c'est une compétence du département qui a toujours été départementale. Le contournement est, c'était une compétence de l'État. Et l'État l'a transféré, s'est délesté de ce projet sur le dos du département. Il faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Oui, vous pinaillez, vous chipotez. Je ne parle pas dans le cadre. Je ne chipote rien, je dis la vérité. Non, bien sûr, ce n'est pas votre genre. Je ne vous parle pas dans le cadre du contrat de plan État-région. Je vous dis que si des infrastructures ont été laissées de côté, c'est essentiellement à cause de chicaya et de conflits entre personnalités politiques régionales. Non, pas sur le contournement ouest, non. C'est à cause des fonds de l'État qui ne sont pas arrivés et le fait que le département ne l'ait pas inscrit revenez sur la ligne Montpellier, dans son plan pluriannuel d'investissement. D'accord, vous n'êtes pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Je continue, mais je continue et je persiste. Pas sur ce cas. Sur l'enseignement supérieur, encore une fois, je vous l'ai dit, on se substitue à l'État, ce n'est pas une bonne chose. La région tente de le faire, vous tentez de le faire. Je crois que d'ailleurs, on nous avait vendu la fusion des régions pour une économie. Et là, je vois que non seulement les économies n'y seront pas, le millefeuille est toujours là, il va y avoir encore et toujours des financements croisés, et on n'est pas au bout de nos peines. Sur le renforcement et la maturation... Alors là, c'est génial. Alors attendez, c'est en page 6. Le renforcement et la maturation de l'appareil économique montpelliérain sur les filières d'excellence à forte valeur ajoutée, qui est conduit à partir des démarches d'innovation collaborative. Moi, je trouve ça génial. Je ne sais pas qui c'est qui vous rédige ces rapports, mais c'est grand. Sauf que ça et le projet Aude, sur lequel vous étiez d'ailleurs un temps à juste titre opposé et sur lequel vous revenez, nous pensons qu'il ne fallait pas le maintenir, vous continuez de le maintenir, nous ne sommes pas du tout d'accord avec tout ça. Alors comme évidemment vous me trouvez toujours tout trop longue. Il y en aurait bien d'autres choses à dire, notamment par exemple ce que vous proposez pour permettre aux entreprises locales de s'adapter à l'évolution des marchés générés par le dynamisme du développement urbain. Moi, je vous l'ai déjà dit, pour relancer le tissu économique, le développement économique, alléger la fiscalité, entretenir les routes, les infrastructures, etc., et nous y serons. Tout ça pour dire, bon, on va pas... Moi, demain, j'ai effectivement un grand dossier. Nous allons parler du contrat de plan État-région. Il y en a tout autant à dire au niveau de la région. Que tout ça nous paraît quand même assez flou. Je ne sais pas dans quoi vous vous êtes embarqués, dans quoi vous nous embarquez, mais au-delà du fait que vous faites une liste de vos desiderata, qui devraient être nos desiderata, qui peuvent s'entendre, il n'y a aucune certitude. Il y a un recours systématique au financement croisé, ce qu'on a toujours refusé et qui va être totalement obscur et flou, qui fait que tout le monde s'occupe de tout, et quand tout le monde s'occupe de tout, personne ne s'occupe de rien, et on délite la responsabilité politique, ce qui posera aussi des problèmes à un moment ou à un autre. Vous ne donnez pas de chiffres, il n'y a pas de délai. Et si vraiment, je dis, on pouvait rentrer dans le concret, eh bien, je dirais que la métropole, là, est en train simplement d'essayer de s'immiscer, de s'interposer entre les régions, entre les États. C'est une embrouille généralisée. Alors, la proximité, moi, contrairement à ce que vous disiez, je lis le journal là, aussi, mais la proximité dont vous parlez avec la métropole, elle n'est pas au rendez-vous. C'est tout sauf ça. Le tissu de nos communes, cette identité, cette particularité française, vous avez contribué à l'effacer et à la faire disparaître, et ça ne sera pas forcément bon ni pour nos identités, ni pour nos territoires, ni pour l'efficacité, ni pour la responsabilité de nos élites, de nos politiques, et ni non plus pour l'efficacité. Madame Jabé, oui. Sur ce sujet, nous sommes la seule métropole qui a été conquise de façon démocratique par le vote des communes. Chacun a voté en son âme et conscience, pour ou contre. Donc vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas respecter la République des communes. Si. Pas à nous. Si. D'ailleurs, pour deux raisons. C'est que comme pour la fusion des régions, je tiens à le rappeler,
La France a signé, au niveau de l'Europe, une charte territoriale qui devait l'engager à interroger par référendum tous les territoires qui étaient concernés par un changement de leurs limites et de leurs frontières. Ça n'a pas été fait. Et de la même façon, cela rentrait aussi dans le cadre d'une réforme des frontières et des limites territoriales, vous auriez dû interroger non pas nos très chers collègues, mais nos électeurs, nos concitoyens, qui auraient peut-être, je crois, et je sais, une toute autre lecture de celle que nos édiles ont bien voulu en retirer. Ceci dit, donc, moi je continue de dire que sans référendum local, cette métropole, elle n'est pas légitime. Ceci dit, vous parlez de graver... Je vous arrête sur ce point parce que là, on a un point d'accord. Moi, je ne suis pas contre l'idée des référendums locaux. Ça faisait partie de notre programme. Consulter la population sur des sujets fondamentaux ou des sujets qui intéressent l'avenir commun ou des communes ou des intercommunalités, c'est un principe que je ne refuse pas. Et le référendum n'appartient pas au Front National, je suis désolé. Non, il n'appartient pas au Front National, mais il n'appartient pas, surtout pas en tout cas à M. Sorel, puisqu'il n'a pas soumis à référendum cette décision qu'il a prise finalement de façon unilatérale avec notre Assemblée. Mais d'ailleurs, de la même façon que M. Da Silva l'a imposé, comme il l'expliquait très simplement à l'Assemblée nationale lors du débat à l'issue de cette discussion sur la fusion des régions, on ne va pas demander aux gens leur avis, ils vont dire non. Donc effectivement, le principe démocratique, selon le Parti socialiste, et on l'a vu aujourd'hui avec ce décret, avec la réforme des collèges, etc., consiste à demander son avis au peuple quand on est sûr qu'il va dans le même sens. S'il ne va pas dans le même sens, on ne l'interroge surtout pas. D'ailleurs, on l'a vu avec le traité de Lisbonne, on l'a vu bientôt, on va pouvoir fêter les 10 ans du non à cette Europe-là que les Français avaient refusé et que l'UMPS leur a imposé. Si vous permettez, je peux continuer, sinon je suis encore plus longue. Donc, la proximité n'est pas au rendez-vous. Alors, je vais vous éclairer, parce que depuis tout à l'heure, toujours dans le flou, sur le fond et sur la forme, CPER, c'est-à-dire contrat de plan État-région Languedoc-Roussillon, plus contrat de plan État-région Midi-Pyrénées en décembre, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. En décembre, on vote, il y a une fusion, et il n'y aura plus qu'un. C'est façon Vandamme, 1 + 1 = 1. C'est-à-dire qu'en décembre, à partir de janvier, nous aurons un autre contrat de plan État-région. Et comme vous l'avez dit, non seulement ça sera un autre qui devra prendre en considération les desiderata des uns et des autres, mais qui devra aussi prendre en considération les résultats électoraux. Et là, vous n'êtes pas sûr, peut-être même pas de gagner sur votre petite présidentielle si vous partez. Moi, je pense que le Front National a toutes ses chances, et je peux vous dire que nous remettrons vraiment en question des pans entiers de ce contrat de plan État-région. Si quelqu'un que je connais bien y va, ça m'étonnerait que le Front National ait quelque chose. Ah, bah dites donc. Et vous faites 2 vins en même temps. En tout cas, je n'ai pas l'impression que vous soyez très performant sur ce côté-là. Moi, je pense que là-dessus, je peux être optimiste. Autant je peux être pessimiste. Ne me tentez pas, ne me tentez et vous me le reprochez sur certains dossiers. Autant sur ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant l'alternance, je vous dis, je pense que nous représentons... Je comprends que ça vous inquiète. Non, ça ne m'inquiète pas. Je comprends que ça vous inquiète. Ah non, mais non, je le prends avec le sourire. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est l'avenir, oui, si nous n'avons pas la possibilité de le prendre en main. J'en termine. Donc, vous dites, tout à l'heure, vous parliez de Montpellier-Capitale, etc., le Languedoc-Roussillon. Donc, le CPER, il sera remis en question en décembre, quelle que soit la majorité. Et la métropole, alors là, soutenue par M. Larive, vous savez, quand on voit comment il a soutenu la fusion des régions, enfin... comment il a lutté contre la fusion des régions, je serais vous, je me ferais du souci. D'autre part, je vous dis, Mme Delga n'a rien promis. Tout ça pour dire que finalement, c'est une guerre des chefs depuis 30 ans, parce qu'effectivement, il y a des besoins sur cette région, mais c'est une guerre des chefs depuis 30 ans qui nous a plombés, qui nous a empêchés d'avancer. Il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu d'anticipation, c'est ce que nous payons aujourd'hui. Je dirais aussi qu'aucune personnalité locale n'a eu une dimension nationale qui nous a permis finalement de peser comme Juppé a pu le faire et a défendu becs et ongles l'Aquitaine. Nous, on n'a pas eu ça. Bon, on n'a pas encore ça. Peut-être que M. Sorel sera ministre, puisqu'il n'est plus tout à fait maire à plein temps, mais peut-être qu'il croit Madame encore Jabé, vous soutenez Alain Juppé, vous soutenez Alain Juppé maintenant? Non, je soutiens ma région. Et je soutiens tous ceux, et je l'avais fait avec M. Bourquin, avec qui j'entretenais des relations parfaitement détestables et que j'ai soutenu jusqu'au bout, parce qu'il s'est battu jusqu'au bout justement contre cette fusion. Donc, aucune personnalité locale, une guerre de chefs, des responsables politiques qui se sont attachés à défendre leur siège au lieu de l'emploi,
au lieu des fonctionnaires, au lieu des territoires, au lieu des services publics, et une bataille, je vous ai dit, que je vous ai déjà reproché de ne pas avoir engagée. Ce qui fait qu'on n'a pas été offensif, ce qui fait qu'aujourd'hui, on manque de sérieux vis-à-vis de Paris, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas pris au sérieux parce que nous sommes aussi sur la défensive, ce qui est une très mauvaise position stratégiquement parlant, et qui ne nous donne pas toutes les raisons d'être optimistes et de pouvoir réclamer à corps et à cri, et de partir sur un document qui est totalement flou et qui n'aboutira à rien, qui n'est pas chiffré, et dont vous ignorez totalement d'ailleurs la prise en compte ou seulement les lignes budgétaires. Alors ces effets d'annonce, selon nous, sont périlleux, illusoires. Je dis que l'Union européenne nous embrouille, l'État nous embrouille, d'ailleurs en nous transférant ses compétences qu'elle nous demande de payer avec notre argent, et vous nous embrouillez, je pense, aujourd'hui avec ce machin que je considère inconsistant, virtuel et décalé. Alors vous, pour répondre à M. Rouillot, vous nous demandez d'approuver la programmation prévisionnelle du contrat de plan État-région, et notamment le volet territorial. Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la programmation prévisionnelle du contrat de plan. Vous nous demandez d'autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de plan État-région. Je ne l'ai pas, et aucun de mes collègues ici ne l'a. Je ne signe pas, je ne donne pas un blanc-seing, et je ne dis pas amen ni à tout ce que Monsieur le maire à plein temps, tout ce que Monsieur le Président de la métropole, et peut-être le futur ministre ou le futur candidat au régional nous demande d'engager. On ne peut pas se plier à ce diktat, à cette imposture, et finalement à cet embrouillamini. Je vous l'ai dit déjà la dernière fois, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut quand même parler de concret. Et je suis étonnée que dans le cadre d'une session extraordinaire, nous parlions depuis 2 heures sur des documents que nous n'avons pas eu en main, que vous n'avez pas eu en main et que vous allez demander à tout le monde de voter. Merci pour votre brillante intervention, Madame Jabé. Monsieur Travier. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai écouté avec la plus grande attention l'intervention de Madame Jammet. Mon ami Di Ruggiero et moi avons d'abord été très choqués parce que nous avons lu l'art poétique de Boileau. Et je souhaiterais, lorsqu'elle le cite, qu'elle ne l'esquinte point, car ça devient une habitude. Le vernis culturel ne résiste pas longtemps au Front National, nous savons pourquoi. Donc je l'invite à relire. Je vous remercie. La semaine précédente, elle avait cru bon de citer un adage latin, et mauditur, que tout le monde connaît. Malheureusement, elle a fortement abîmé l'accusatif qui est au milieu et qu'elle a oublié. Mais ce n'est pas grave, on ne va pas lui en vouloir. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours ce côté donneur de leçons qui m'exaspère. Le Front National prêche toujours dans le même sens, mais il oublie, à mon avis, de regarder chez lui. Alors, j'ai entendu quelque chose, une stigmatisation de la guerre des chefs. Moi, j'aimerais un jour que Mme Jammet stigmatise quelque chose qui est plus grave, beaucoup plus grave pour moi, parce que ça met en cause la famille, c'est-à-dire la guerre entre le père et la fille. Ça, c'est très grave pour les familles chrétiennes et patriotes. Pourquoi jamais ne dites-vous rien à ce sujet ? Elle a parlé de l'argent. Taisez-vous, pour le moment, je voudrais m'expliquer. Je vous ai laissé parler et subi, vous n'avez éclairé personne, une torpeur insupportable s'est abattue sur nous. Ensuite, Madame Jammet a parlé de l'argent des Français. Pourquoi ne stigmatise-t-elle pas ces patriotes qui planquent dans des paradis fiscaux leur argent et leur or, comme au XIXe siècle ? Pas un mot. Silence, silence, complicité, complicité. Alors, Madame Jammet, ça suffit, ça suffit. Nous sommes là maintenant pour parler de culture. C'est un domaine dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, puisque votre associé a cru bon. Votre associé, élu avec vous, a cru bon d'aller assister au spectacle de M. Dieudonné, dont les propos contre les Juifs ont été scandaleux, scandaleux. Ils sont dans la presse. Et non seulement il y est allé, mais il a pris soin de se faire photographier et de déclarer dans la presse qu'il avait apprécié le spectacle. Alors moi, je n'ai pas apprécié. Ici, c'est un lieu démocratique dans lequel nous faisons confiance à celui qui est notre président et depuis longtemps. Donc, j'en ai assez de vous entendre stigmatiser tout et n'importe quoi. Vous n'avez aucun effet sur nous, je vous le rappelle. Alors, je suis là, moi, aujourd'hui, pour parler de culture. Et j'y reviens, parce que c'est un sujet important que vous n'aimez pas, parce que les artistes, par définition, sont libres. Et la liberté chez vous n'a pas sa place, nous le savons.
Alors, ce plan, bien évidemment, est fondamental. Monsieur le Président, pouvez-vous demander à Madame Jammet de se taire et de respecter les règles du débat démocratique de base? Ça suffit, ça suffit. Non, mais chacun s'écoute. Monsieur Travier a raison. Chacun parle à son tour. Chacun parle à son tour et chacun s'écoute. Voilà, et j'ai le droit de vous répondre. Et j'ai le droit de vous répondre. C'est tout. Donc, je disais, Monsieur le Président, que pour nous, qui sommes profondément démocrates, la culture occupe dans nos sociétés une place fondamentale et j'espère qu'elle va le demeurer. La présence de la région est indispensable. Pourquoi? Je rappelle quand même que cette métropole est la deuxième de France sur le plan budgétaire en matière culturelle. Ceci est vérifiable. Il est vrai que Mme Jammet a le temps toute la journée, puisque nous, quand même, nous travaillons. Elle peut vérifier ce que je dis et les chiffres sont accessibles à tous. Pas du tout, madame. Je vous réponds sur le même ton. Sur le même ton. Vous nous méprisez, je vous réponds, vous ne m'impressionnez pas du tout, moi. Pas du tout. Vous êtes une professionnelle de la culture qui cumule 3 mandats. Occupez-vous de vos affaires. Donc je reprends, Monsieur le Président. Je disais donc que cette culture a besoin de l'aide de la région parce que nous portons des projets qui sont importants. Vous en avez énuméré un certain nombre. Je rappelle Château de Castries, qui a une action économique, culturelle, touristique importante, le conservatoire régional, et vous savez combien les parents sont inquiets et nous demandent notre aide, puisque les parents d'élèves vous ont encore écrit hier, et je vais m'employer à les rassurer. Il y a ce centre d'art contemporain qui est extrêmement important, les sites de Latara et de Murviel, il y a un projet très important sur Latara, une mise en réseau avec Murviel. Par conséquent, il faut absolument investir. Et enfin, le site merveilleux de Villeneuve-les-Maguelone. Donc, je crois que l'aide de la région et que ce pacte est absolument fondamental. J'ajoute que la culture, et c'est admis maintenant par tous, impacte l'économie et le tourisme d'une manière capitale. Chacun le sait, il faut donc que nous ayons davantage de moyens et surtout que les projets que nous portons aient le plus souvent possible, n'en déplaise à certains, une dimension européenne. Européenne pour s'inscrire dans des partenariats et des circuits qui dépassent la métropole, atteignent la région et au-delà. L'Espagne l'a compris, la Catalogne l'a montré en matière de protection du patrimoine, profondément inclus avec l'économie et le tourisme. Donc, je souhaite et je voterai ce que vous nous demandez de voter aujourd'hui sans aucune réserve, car je suis convaincu de l'intérêt et de la nécessité de participer à ce plan. Je vous remercie. Merci, Monsieur Travier. Pour bien faire comprendre à nos collègues de quoi il s'agit, sur la liste des projets que vous avez énumérés, sur toute la liste, seul le château de Castries est financé par le contrat de plan État-région. Ça veut dire que le conservatoire régional, les sites de Murviel, de Latara, le centre d'art contemporain, Villeneuve-les-Maguelone y échappent. Et c'est pour ça que nous les avons rassemblés dans le volet territorial, qui peut être annexé au contrat de plan État-région. D'où son importance. Max Lévitat. Le contrat de plan, c'est un document très important. D'autres intervenants l'ont dit avant moi. C'est un document important parce qu'il porte sur l'avenir, sur la période 2015-2020. C'est un document qui permet de mettre d'accord. Il faut souligner l'accord avec des astérisques sur un certain nombre d'acteurs, parmi lesquels l'État, la région et éventuellement les métropoles, les communautés d'agglomération, etc. C'est un document important parce qu'il engage l'avenir et qu'il est important pour nous tous, puisque nous avons en charge pour partie cet avenir, et en particulier pour moi, vice-président aux finances. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation un tout petit peu confuse, parce qu'on signe avec la région Languedoc aussi, on va signer cet accord,
Au 31 décembre, elle disparaît. Bon, donc on peut imaginer que les deux rapports seront ensuite fondés. Un point qu'a évoqué notre collègue tout à l'heure, Jean-Luc Messonnier, est-ce que la région Languedoc-Roussillon peut signer un budget primitif à la fin de l'année 2015 pour l'année 2016 ? Ça me paraît être un problème assez important, mais j'en doute. Je crois qu'elle ne pourra pas le signer. Pour que les choses soient claires, parce que Madame Jamet semble ne lire dans les contrats que dans les rapports que ce qui l'intéresse. Alors, c'est clair. Pour l'instant, j'essaie de mettre au point votre intervention demain matin, Madame. Pour l'instant, l'État s'engage à hauteur de 450 millions. Et la région s'engage à hauteur de 566 millions. Il y a un certain nombre d'opérations sur lesquelles le président nous a présenté, et sur ces opérations-là, la métropole est d'accord pour apporter 180 millions. 179 millions, 733 185 exactement, c'est écrit dans le rapport. Donc ça, c'est la première partie de ce qu'on nous demande de voter ce soir. Reste que notre demande à nous, métropole, c'est d'ajouter, c'est un petit addendum là, à ce contrat, on demande d'ajouter 60 millions à hauteur de 30 millions région, 7 millions 7 l'État et 22 300 000 la métropole, pour des opérations qui sont ici annoncées. Et donc là, en quelque sorte, les deux choses vont ensemble. On vote le premier si on nous donne le second. Donc c'est pour ça qu'il y a un paquet cadeau qui est présenté à la région. On dit à la région, on est d'accord pour le premier, mais si vous signez, si vous nous donnez ce que nous demandons, les 30 millions pour le volet territorial. Alors ça, c'est pas acquis, Madame Jamet. Comme vous êtes conseillère régionale, c'est ça qu'on vous demande de défendre demain, et pas de nous faire des discours sur l'Europe, tout ça. L'Europe, c'est passé, les Européennes, elles ont eu lieu, c'est fini. On attendra 5 ans pour avoir les prochaines. Là, pour le moment, le contrat de plan, il faut qu'on le signe. Et donc, dans ce cadre-là, il est important que la place de la métropole soit reconnue à l'intérieur de ce contrat de plan. Et on peut dire que, jusqu'à maintenant, il n'est pas tellement reconnu. La région, et c'est un problème qui est un problème national. C'est sûr que la loi NOTRe, qui est en cours de discussion, est en train d'hésiter considérablement. La situation est confuse entre la part des régions qui demandent à être chef de file et qui donc ne veulent pas des métropoles, il faut le dire clairement. Et ce n'est pas une situation uniquement languedoco-pyrénéenne, c'est une situation nationale. Donc là, il s'agit de peser de tout notre poids. Et c'est ce qu'on vous demande ce soir, mes chers collègues, c'est en fait de demander, de soutenir la position de la métropole qui demande à être entendue. C'est la première fois qu'on le demande, il y aura une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Je crois effectivement que ce qui est en jeu, c'est la place de la métropole au sein de la région, et c'est assez inquiétant de voir que, en Languedoc-Roussillon, la métropole de Montpellier est finalement pas entendue au niveau où nous l'espérions. D'où des inquiétudes quant à être entendue demain au niveau d'une plus grande région. Comme vous avez cité Madame Delga, j'ai lu son interview, je dois dire qu'il y a tout et le contraire de tout dans cette interview. Parce qu'elle dit dans un premier temps, d'accord pour que la préfecture de région soit à Toulouse, mais tout le reste, les élus seront à Montpellier. Mais bien sûr, il n'est pas possible que pour les domaines importants, on ne soit pas à Toulouse. Alors qu'est-ce que c'est un domaine important ? C'est tout qui sera important. Enfin, ou alors ce n'est pas la peine de faire une grande région. Donc sa déclaration, c'est une déclaration confuse dans laquelle il n'y a pas le soutien qu'on pourrait attendre quant à une répartition intelligente, efficace entre Toulouse et Montpellier
pour assurer le développement de la future grande région. Vous n'avez jamais caché votre soutien à la création de cette grande région, Monsieur le Président. Encore faudrait-il maintenant qu'elle fonctionne d'une manière satisfaisante, mais pas satisfaisante pour votre ego, parce que je pense que vous n'y attachez pas une grande importance, mais pour l'avenir non seulement de la région, de la métropole de Montpellier, mais de la région Languedoc-Roussillon et aussi de la très grande métropole. C'est ce qui est en jeu ce soir dans le vote qui vous est soumis, mes chers collègues. Oui au contrat État-région, à condition que notre demande sur le volet territorial soit entendue. Si elle n'est pas entendue, ça nous mettrait dans une situation effectivement extrêmement compliquée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lévita. Donc, je rappelle, pour la clarté des choses, que le volet territorial contient 30 millions d'euros sur les projets et 30 millions d'euros liés aux lignes 4 et 5 de TSP, c'est-à-dire transport en site propre, avec un contrat à part qui est celui du contournement Est, sur lequel il y a déjà eu un accord entre le département, la région et la métropole à 15 millions d'euros pour chacun des partenaires, pour un total de 45 millions d'euros. Donc ce que nous demandons au Conseil régional Languedoc-Roussillon, c'est de voter les 60 millions d'euros sur le volet métropolitain du contrat de plan État-région pour accompagner les projets de la métropole. Et l'instant est grave parce que c'est finalement le dernier contrat de plan État-région dans la forme régionale actuelle. Et donc, il ne faut pas se rater. Et la métropole de Montpellier a besoin d'être considérée, certes dans le verbe, mais surtout dans les actes. Je mets aux voix la délibération concernant le volet territorial du contrat de plan État-région et son volet territorial. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Mes chers collègues, je vous remercie. À l'unanimité moins une. Je vous souhaite une excellente soirée et merci de votre présence.